Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter désormais des travaux que nous avons en commun avec le docteur Lagarde qui est neurologue. Il se trouve que le docteur Lagarde est également neurologue dans le même établissement que moi, au l'hôpital Sainte-Anne, qu'on appelle désormais le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Donc vous voyez tout de suite le lien entre JNPN, neurosciences, psychiatrie. Les mots y sont, éventuellement dans le désordre, mais en tout cas le compte est bon. Moi, je suis Maurice Chaumette, je suis MCUPH à l'Université Paris-Cité, au GHU Paris, et donc je suis aussi chercheur à l'INSERM. Et on m'a donné la tâche de vous parler de la question du vieillissement à tous les âges de la vie. Alors, on a choisi ce titre un peu provocateur, parce que maintenant, il y avait un autre titre sur « Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser au neurodéveloppement », mais vous voyez qu'en tout cas, il y a une sorte de continuité dans la vie, qui fait qu'on ne sait plus toujours où commence le neurodéveloppement, où finit le vieillissement, ou l'inverse. Alors, pour commencer et nous donner un petit peu d'optimisme, je voulais dire que quand on parle de vieillissement, on parle aussi de la question du corps, pas forcément de l'esprit. Et donc pour les personnes les plus âgées d'entre nous, rassurez-vous, tant que l'esprit reste jeune, on peut considérer qu'on est jeune. J'emprunte la citation de Charles Gounod qui nous dit « Ce qui vieillit en nous, c'est le logement. Le locataire ne vieillit pas ». On va voir si effectivement c'est bien le corps qui vieillit à travers ces maladies psychiatriques. Quand on regarde les chiffres de mortalité dans différentes maladies, en particulier la schizophrénie, on est toujours très frappé de voir que l'espérance de vie augmente considérablement chez les hommes, chez les femmes. Vous voyez sur ce graphique, les hommes en bleu et les femmes en rose. Vous voyez une augmentation continue de l'espérance de vie. Ce n'est pas le cas pour nos patients avec schizophrénie. Vous voyez qu'une espérance de vie qui stagne. Et donc ça veut dire que quelque part, il y a une mortalité prématurée. Et on va essayer de comprendre d'où vient cette mortalité prématurée chez les patients. Alors quand on regarde les grandes études danoises, avec cet article publié dans le Lancet en 2019, on voit que c'est général à l'ensemble des troubles psychiatriques. Vous voyez que le ratio de mortalité, le MMR, est très significativement augmenté dans plein de pathologies, l'usage des substances évidemment, la schizophrénie, mais aussi les troubles de l'humeur, les troubles du conduite alimentaire et les troubles neurodéveloppementaux. Donc c'est quelque chose qui est général dans l'ensemble de nos patients. Les patients décèdent plus tôt que la population générale française, ou même danoise en l'occurrence, ou même internationale. Alors maintenant, quelles sont les causes de ces mortalités prématurées? Eh bien, il y a des causes externes évidentes, forcément. Il y a des risques de tentatives de suicide, d'homicide, d'accidents, qui sont plus importants chez nos patients que dans la population générale. Mais il y a aussi beaucoup de causes naturelles. Vous voyez ici une augmentation, par exemple, du risque de décès par infection, par diabète, par cancer, par maladie cardiovasculaire, par troubles respiratoires, par troubles digestifs. Donc il y a en fait une accumulation de causes, aussi organiques, qui peuvent précipiter les gens vers un décès prématuré. C'est vrai dans la schizophrénie, c'est vrai dans les troubles de l'humeur, c'est vrai dans toutes les pathologies que je vous ai citées. Quand on regarde un petit peu le ratio, on pourrait être tenté de dire oui, en fait, peut-être que l'effet est quand même plus fort pour les causes externes, type le décès. En fait, vous voyez que l'effet est effectivement plus fort quand on compare à la population générale, mais le nombre de décès dans chacune de ces maladies est beaucoup plus lié à des causes naturelles que des causes externes de décès. Donc ce qui grève le pronostic des patients, c'est complètement les causes naturelles, type infection, cancer, maladie cardiovasculaire. Donc en fait, nos patients décèdent beaucoup plus tôt que les autres. Et la question, c'est est-ce que c'est pas lié à un vieillissement prématuré? Finalement, est-ce que l'accélération de ce vieillissement ne fait pas qu'on a des gens qui sont beaucoup plus vieux, à un âge beaucoup plus jeune que la population générale, et qui leur donnent des maladies qui sont beaucoup plus impactantes en termes de mortalité? Alors pour ça, j'ai choisi de vous parler de schizophrénie. C'est la maladie que je connais le mieux, mais il y a des résultats aussi très intéressants dans les troubles de l'humeur. Et notamment de schizophrénie et vieillissement cognitif. Il y a une très belle étude qui est sortie l'année dernière dans l'American Journal of Psychiatry qui compare le QI, donc le coefficient d'intelligence prémorbide, et le coefficient d'intelligence au moment où le patient est examiné avec sa schizophrénie. Vous voyez qu'en gros, quand on fait une analyse en cluster, il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui avait déjà des difficultés prémorbides, une forme un peu neurodéveloppementale, où il y avait déjà des difficultés. Et puis, les gens rentrent dans la maladie, mais leur QI reste à peu près stable, mais plutôt bas. Vous avez, donc c'est les gens qui sont en rouge sur le graphique. Vous avez à l'inverse des gens qui ont un très bon niveau avant la maladie et qui vont conserver leur bon niveau, même une fois que la schizophrénie a démarré. C'est ceux qui sont en bleu. Donc vous avez vraiment ces deux formes-là. Et puis vous voyez une autre forme qui est liée à un déclin cognitif à l'adolescence. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient un très bon niveau prémorbide de fonctionnement,
en termes d'intelligence. Alors c'est souvent des tests qui sont des tests plutôt verbaux pour estimer le coefficient d'intelligence prémorbide. Mais vous voyez que, par exemple, il y a des gens qui vont être dans une moyenne autour de 100, donc un QI qui est normal par rapport à celui de la population, et puis qui vont perdre jusqu'à 20 points de QI au moment de l'entrée dans la maladie. Comme s'il y avait là quelque chose qui venait frapper la cognition et faire décliner sur le plan intellectuel. On peut le schématiser un peu comme ça. Finalement, il y aurait 3 groupes. Un groupe cognitivement stable, un groupe qui, de toute façon, a un niveau de fonctionnement qui n'est pas bon, qui est courbe en rouge, et puis un niveau en orange, où là, on voit que la maladie vient effracter quelque chose au niveau cognitif, avec un vrai déclin cognitif. Alors, est-ce que c'est similaire à des pathologies neurodégénératives, par exemple maladie d'Alzheimer ou ce genre de troubles? On n'est pas à dire ça, mais en tout cas, on montre qu'ici, il y a un vieillissement cérébral au moment de l'adolescence, dans cette fraction de 15-25 ans, avec une perte des capacités cognitives. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que c'est très lié, ce déclin cognitif, aux symptômes psychiatriques. Alors évidemment, plus vous perdez en point de QI, plus vous êtes impacté sur votre fonctionnement. C'est les images de droite. Et vous voyez que vous êtes même plus impacté que quelqu'un qui avait déjà des difficultés avant l'adolescence. Finalement, le fait de perdre des capacités cognitives fait que vous avez un moins bon fonctionnement que quelqu'un qui avait déjà un fonctionnement non optimal avant l'entrée dans la maladie. Mais vous voyez que c'est là aussi où il y a le plus haut score à la PANSS. C'est-à-dire que les symptômes de psychose sont extrêmement prégnants chez ces patients qui ont perdu des points de QI. Donc il y a vraiment ici un lien qui est consubstantiel, quelque part, qui est vraiment directement lié à la maladie. Ce n'est pas un épiphénomène, c'est vraiment ce qui fait le cœur de la schizophrénie chez ces patients-là, c'est les symptômes de schizophrénie et la perte cognitive. C'est intéressant à l'heure où on est en train de chercher des sous-groupes. Vous savez que l'événement de l'année, je trouve quand même, c'est quand même l'obtention du PEPR Propsy, où on va chercher des sous-groupes aussi de patients pour essayer de faire de la médecine personnalisée en psychiatrie. On arrive vraiment à cette histoire où finalement il y a différentes présentations au sein d'une même maladie qui est un grand chapeau schizophrénie. Autre façon de voir les choses, la schizophrénie et le vieillissement cérébral. Alors, il y a beaucoup d'études sur ces éléments-là, notamment sur la question de l'épaisseur corticale, donc le niveau de matière grise. Vous voyez dans cet très bel article aussi de l'American Journal of Psychiatry, des patients, 326 patients avec schizophrénie, et puis comparé à des contrôles, près de 200 contrôles. Et vous voyez en fait une courbe de diminution de l'épaisseur de matière grise, l'épaisseur corticale, qui est beaucoup plus marquée chez les patients avec schizophrénie que chez les contrôles. Vous voyez qu'en gros, à 30 ans, un patient avec une schizophrénie, il a à peu près, en termes d'épaisseur corticale, le cerveau de quelqu'un qui a 50, 60 ans et qui n'a pas de schizophrénie. Donc on a un déclin aussi du point de vue de la quantité de matière grise chez les patients. Et vous voyez que le rate of change, le taux de changement, est beaucoup plus marqué au début de la maladie. Finalement, après, les choses suivent la même pente chez les contrôle et chez les patients avec schizophrénie, mais c'est vraiment au moment où la schizophrénie démarre que vous avez la plus forte différence en termes de perte de matière grise. Cette perte de matière grise, elle va toucher à peu près toutes les aires cérébrales, avec notamment un effet très fort au niveau du cortex préfrontal et donc dans les aires aussi associatives. Donc finalement, vous avez un cerveau qui est impacté en termes de perte de substances grises à peu près partout, et beaucoup plus vite chez les patients avec schizophrénie que chez les contrôles. Autre point, si on regarde maintenant la fraction d'anisotropie, donc ce qui est une mesure de l'intégrité de la substance blanche au niveau cérébral, vous voyez qu'il y a moins de changements initialement. À peu près un patient entre 20 et 30 ans, il a à peu près le même niveau d'intégrité de la substance blanche que des contrôles. Par contre, vous voyez qu'il y a un effet qui est très 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 marqué pour les patients avec schizophrénie, qui va être progressif, une courbe qui est beaucoup plus linéaire que ce que je vous montrais tout à l'heure, avec des différences qui vont s'accentuer avec l'âge entre les patients avec une schizophrénie et des contrôles. Donc finalement, il y a un vieillissement à la fois sur la substance blanche et sur la matière grise, avec un déficit en matière grise qui est plutôt lié à la fenêtre autour de l'adolescence. On a regardé dans l'équipe à quel âge ça pouvait commencer, cette différence cérébrale. On a regardé chez des sujets à haut risque. Vous savez qu'on peut caractériser des patients qui vont être à risque d'évoluer vers une schizophrénie avec des critères cliniques, c'est-à-dire des prodromes finalement, des petits symptômes. Est-ce que le patient a des distorsions perceptives? Est-ce qu'il y a des patients qui commencent à avoir des idées un peu délirantes mais qui peuvent encore critiquer, donc ils ne sont pas encore complètement entrés dans la maladie, et d'ailleurs tous ne développeront pas une schizophrénie, mais on peut caractériser ces patients sur le plan clinique. Et donc on a fait une étude qui est une sorte d'étude un peu pseudo-longitudinale, où en fait on a regardé l'épaisseur corticale
chez ces patients-là en fonction de leur âge et de leur proximité avec l'entrée dans la schizophrénie. Et vous voyez ici que chez les sujets à risque qui ne vont pas rentrer dans la schizophrénie, l'épaisseur corticale elle est stable entre l'âge de 18 et de 30 ans à peu près. Par contre, chez ces individus à risque qui, cette fois, vont rentrer dans la schizophrénie, ce qu'on avait appelé les transiteurs, ceux qui vont développer la maladie, vous voyez qu'il y a une pente qui est prise déjà, avec des patients qui, plus ils vont vieillir, plus la matière grise va être réduite. C'est pas vrai, par exemple, pour la surface area, donc c'est-à-dire que la taille, en tout cas la surface des aires cérébrales n'est pas modifiée, c'est vraiment cette épaisseur qui est très marquée. Donc ça veut dire que finalement ces changements cérébraux, ils commencent très 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 tôt dans l'apparition de la schizophrénie, peut-être même avant le premier épisode psychotique, avant même qu'on ait pu diagnostiquer une schizophrénie. Une autre façon de mesurer ça, et vous le savez puisque je m'intéresse beaucoup à la question de la biologie moléculaire, donc je ne pouvais pas ne pas vous mettre quelques diapos là-dessus. Il y a une façon qui va être d'étudier aussi ce qu'on appelle les âges biologiques par différents marqueurs, que ce soit par exemple la longueur des télomères, le niveau d'inflammation, le stress oxydatif et notamment la méthylation de l'ADN. Et on peut déterminer des horloges biologiques à partir de ces paramètres et vérifier s'il y a une accélération du vieillissement chez les patients par ces paramètres biologiques. Alors, on pourrait imaginer par exemple que l'environnement joue un rôle, qu'il y ait une neuroprogression, que la machine s'emballe et que les patients vieillissent plus vite. En tout cas, on peut mesurer ça de manière biologique. C'est ce qu'on a fait dans une cohorte qu'on a de patients à haut risque. Donc on prend des patients à l'état initial, on les a caractérisés avec les informations cliniques que je vous ai dites. On a des prélèvements biologiques. Et puis on les suit pendant 1 an et à la fin on sait s'ils ont évolué vers une schizophrénie ou s'ils sont restés à risque ou si même ils ont régressé de leurs symptômes. Et donc on peut faire des différences d'évolution de ces patients-là. Et on remesure les paramètres biologiques et les paramètres cliniques. Et on peut utiliser la méthylation de l'ADN pour estimer l'âge de ces patients. Et quand on a fait ça, alors déjà on a utilisé plusieurs algorithmes et on était assez content de voir que finalement quand même l'âge biologique était corrélé à l'âge réel, c'est quand même plutôt rassurant pour la qualité de l'algorithme. Mais ce qu'on a vu, c'est que les patients qui entraient dans la schizophrénie avaient une accélération de l'âge par rapport, de leur âge biologique par rapport à des patients qui étaient à risque mais qui ne rentraient pas dans la schizophrénie. En gros, en 1 an de suivi, un patient à risque mais qui n'évolue pas, il reste avec un vieillissement biologique d'1 an. Les patients qui sont à risque mais qui évoluent vers la schizophrénie, en 1 an, sur le plan biologique et épigénétique, ils prennent 2,5 ans de plus. Donc il y a une augmentation du vieillissement moléculaire aussi qui est associée à cette émergence de troubles psychotiques. Alors la question c'est quel est le modèle derrière ça, puisque est-ce que finalement on est beaucoup aujourd'hui dans la question du modèle du neurodéveloppement. Est-ce qu'on a un neurodéveloppement qui s'emballe, par exemple un élagage synaptique qui est de plus en plus intense et qui vient réduire l'épaisseur corticale? Est-ce qu'on a, par exemple, un défaut de myélinisation qui va altérer la substance blanche? Donc, est-ce que finalement, ce qu'on mesure, c'est vraiment pas juste un effet du neurodéveloppement qui est particulier, ou est-ce que c'est finalement un vrai phénomène neurodégénératif avec une mort cellulaire? Là, le débat reste ouvert, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Mais ça rappelle, en tout cas, pour beaucoup d'auteurs, les choses qu'on peut voir dans une maladie qui n'est pas une maladie si rare que ça, qui est la trisomie 21, où on a le même débat. La trisomie 21, vous savez, un chromosome 21 en plus, ça donne des troubles neurodéveloppementaux et des difficultés d'apprentissage. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont liées à la trisomie 21, notamment le gène APP, donc ce qui code le peptide bêta-amyloïde, qui est présent sur ce chromosome 21. Et comme il est en trop grand nombre, puisqu'on a 3 copies du chromosome, il y a une surexpression de la protéine APP. Et quand on dit surexpression de protéine APP, ça veut dire qu'on va fabriquer plus facilement des plaques amyloïdes, qu'on va avoir du coup une accumulation de ces plaques, une neurodégénérescence et une maladie d'Alzheimer. Donc ces patients avec trisomie 21 développent des maladies d'Alzheimer souvent assez jeunes, autour de 40 ans. Ce qu'on a découvert aussi récemment, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres anomalies dans la trisomie 21, notamment des problèmes de stress oxydatif, de vieillissement prématuré, de problèmes énergétiques et de problèmes immuno. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'il y a un phénomène qui a été décrit depuis quelques années, dans lequel maintenant il y a un consensus d'experts autour de ce qu'on appelle le Down Syndrome Regression Disorder, donc une façon de caractériser une régression du comportement et des acquis de ces patients-là, qui généralement survient autour de l'âge de 20 ans. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont avoir un niveau de développement particulier du fait de la trisomie, mais qui finalement vont acquérir l'écriture, le langage, la lecture, un certain niveau d'autonomie. Et puis, à 40 ans, peut-être qu'il y aura des phénomènes autour de la maladie d'Alzheimer, mais certains patients, dès l'âge de 20 ans, régressent. Et donc, pendant très longtemps, on s'est dit, finalement, c'est des sortes de vieillissement accéléré.
c'est peut-être même déjà les dépôts amyloïdes. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce syndrome de régression à l'âge de 20 ans, il n'était pas lié à des phénomènes neurodégénératifs, il était très lié à des phénomènes immunitaires. Et quand on regarde un peu ce que font les collègues aux États-Unis, ils ont mis en place des traitements par immunoglobuline pour aller moduler ces auto-anticorps dans les patients avec syndrome de Down, et donc du coup pouvoir améliorer le pronostic de ces patients en termes fonctionnels à l'adolescence. Vous voyez ici, donc c'est des perfusions qui ont lieu tous les mois sur un modèle un peu comme on peut avoir dans les encéphalites auto-immunes. Vous avez une amélioration de la vitesse de marche des patients. Vous avez une amélioration des symptômes autour de la catatonie, puisque des patients qui ont des régressions associées à des problèmes moteurs, et notamment à une apathie, qui du coup peuvent passer pour des catatonies. Et puis vous avez une amélioration en termes de fonctionnement et en termes de symptômes neuropsychiatriques quand ils reçoivent ces immunoglobulines. L'autre point, c'est qu'à peu près 80% de ces patients vont répondre aux immunoglobulines, mais quand on arrête les immunoglobulines, vous avez un risque de rechute. Ce qui montre bien que l'immunoglobuline a un effet aussi, c'est que quand on l'arrête, il y a un risque de rechute. Et donc finalement, on est en train de changer ces histoires de neurodégénérescence possible plus précoce chez les patients par une explication beaucoup plus physiopathologique, pourquoi pas ici avec une modulation de l'auto-immunité. Et donc finalement, on est en train de changer notre vue. Et finalement, quand on parle de vieillissement, et c'est là-dessus que je voulais finir pour avoir un ton un peu plus léger, c'est que on finit par monter. Et en fait, qu'est-ce qui fait la différence aussi dans le vieillissement? C'est pas tellement nos capacités cérébrales. Hein. J'essaie de rassurer ceux qui seraient inquiets après le topo de voir que finalement le QI, la matière grise et tout ça, inévitablement va diminuer avec l'âge. C'est qu'en fait, on prend de la hauteur sur ces questions-là. Et ça, c'est une très bonne illustration que quand on étudie un phénomène, quelque part, peut-être on a des moins bonnes capacités quand on est âgé que quand on est jeune pour les comprendre, mais on a plus d'expérience, plus de retours, et finalement notre vision s'est élargie. Voilà ce que je voulais vous dire avant de céder la parole à mon collègue neurologue. Merci infiniment. À tous, et donc merci beaucoup pour me donner l'opportunité de discuter avec vous cette question qui est assez complexe, peut-être un peu épineuse, la question déjà du vieillissement, rien que le terme vieillissement déjà pose question. Et alors, moi je vais aborder les choses d'un point de vue un peu différent, ce qui était recherché dans cette session. D'abord de par les pathologies abordées, puisque je vais surtout parler de maladies neurodégénératives et cognitives, hein, puisque c'est mon domaine d'exercice et de compétences principales. On pourrait avoir un peu le même raisonnement probablement pour des troubles moteurs ou d'autres natures, mais là on va se focaliser là-dessus, de par aussi les liens peut-être plus directs qu'il peut y avoir avec la psychiatrie. Et bien sûr, on a aussi un regard peut-être un petit peu différent sur le vieillissement de par le type de patients qu'on voit et l'âge des patients qu'on voit. Autant Boris voit probablement des patients plutôt jeunes pour lesquels la question du vieillissement ultérieur se pose, autant nous voyons davantage des patients âgés et plus âgés. Et donc la question qui se pose toujours, c'est celle de distinguer l'effet simplement de l'âge dans certains troubles qu'ils peuvent avoir de l'effet de maladie éventuelle. Pardon, j'ai pas dit que j'ai pas de lien d'intérêt. Donc voilà. Et donc, en préambule, moi, ma première remarque, ça serait de dire que l'âge, le vieillissement en tant que tel, sous-entendu physiologique, n'est pas en lui-même une maladie, et que ce qui est vrai, c'est qu'on ne fonctionne pas pareil à 30 ans et à 80 ans. Il y a des choses plus difficiles avec l'avancée en âge, mais aussi des choses qui sont améliorées. Boris vient de l'évoquer à l'instant par ce qu'on peut appeler la sagesse, la hauteur de vue, enfin on peut l'appeler de différentes manières, mais on a quand même cette différence qualitative, et c'est pas simplement du quantitatif et de la performance pure qui différencie les sujets jeunes des sujets plus âgés. L'âge, bien évidemment, indiscutablement, est un facteur de risque, qui n'est pas modifiable, malheureusement, de troubles cognitifs, en lien avec des maladies surajoutées, que ce soit Alzheimer, lésions vasculaires cérébrales ou d'autres mécanismes. Mais évidemment, les troubles cognitifs, et ça sera le premier point sur lequel j'insisterai, peuvent débuter avant d'être ce qu'on qualifie de, entre guillemets, âgé ou vieux. Et on peut évidemment, bien sûr, aussi vieillir sans troubles cognitifs significatifs, en tout cas, rentrant dans le cadre de la pathologie. Et donc, à mon sens, ces troubles cognitifs sont quand même, à tout âge, causés par un dysfonctionnement cérébral, alors plus ou moins persistant, durable, et qui est souvent, en tout cas, lié à une maladie sous-jacente. Donc à partir de là, les points que je vais aborder sont d'abord la question, le focus des troubles cognitifs présents, installés, et là-dessus, pour moi, avec mon regard de neurologue, la problématique principale, c'est celle du diagnostic des pathologies neurodégénératives du sujet jeune, en particulier la maladie d'Alzheimer, dont on verra que le diagnostic est souvent trompeur, et peut d'ailleurs intégrer aussi des symptômes psychiatriques inauguraux. Et puis ensuite, je me focaliserai un peu aussi sur la partie, disons, d'avant l'apparition des troubles cognitifs. Là, ça rejoindra un peu plus certains éléments évoqués par Boris, pour savoir quels peuvent être les facteurs éventuels, entre guillemets, prémorbides ou présymptomatiques, déterminant ou modulant le risque ultérieur de troubles cognitifs. Et là-dessus, je parlerai de neurodéveloppement, comme on l'a un peu évoqué,
de génétique, notamment dans la dégénérescence frontotemporale, puisque les formes génétiques sont un peu plus fréquentes dans la maladie d'Alzheimer, et qu'on a quelques études qui traitent d'anomalies, qu'elles soient structurelles ou cliniques, présymptomatiques. Et je terminerai par une note un peu plus positive, qui est celle de facteurs de risque modifiables, puisque tout ce dont on a parlé là, c'est malheureusement pas modifiable, en tout cas en l'état actuel des choses. On peut espérer qu'il y aura des progrès en thérapie génique ou autre, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et donc il y a aussi des facteurs modifiables, la protection cérébrale en général, et donc la prévention des troubles cognitifs, non pas des maladies neurodégénératives, parce que ça, à ma connaissance, on ne sait pas encore bien le faire, mais en tout cas des troubles cognitifs d'une façon générale. Donc bien sûr, la première chose, c'est évoquer une maladie neurodégénérative chez une personne jeune. Alors, il y a la question de la maladie d'Alzheimer, qui est fréquente, qui est trompeuse. Les formes jeunes sont bien différentes des formes plus âgées. Elles évoluent plus rapidement vers des troubles de l'autonomie importants, de par une importance des troubles attentionnels et de mémoire de travail, ainsi que des fonctions instrumentales, langage ou fonctions neurovisuelles notamment et praxiques. Et ces patients sont souvent peu anosognosiques, donc très anxieux, voire déprimés, et donc parfois ça peut être une porte d'entrée d'ailleurs de diagnostic, en tout cas de demande d'évaluation, qui vont d'abord concerner les psychiatres avant de concerner les neurologues. Donc pour ça, déjà d'avoir une première approche qui va être de dire chez ces patients-là, on essaie de rechercher au moins à l'interrogatoire une plainte cognitive, voire de rechercher un dysfonctionnement par des tests extrêmement simples, des tests attentionnels de type en direct, indirect, voire une dénomination d'image toute simple, ou une copie de dessin relativement simple. Déjà, chez des patients parfois avec une maladie d'Alzheimer jeune, on va voir dès ces tests-là des difficultés qui peuvent quand même un petit peu alerter et qui vont peut-être dans ce cas-là conduire à s'adresser au neurologue. Bien sûr, là-dedans, l'imagerie cérébrale est cruciale. Il faut avoir l'imagerie cérébrale, et notamment l'IRM cérébral facile, on pourrait dire, pour bien sûr d'abord éliminer des diagnostics différentiels qui sont potentiellement un peu plus nombreux, même s'ils restent assez rares chez des personnes jeunes. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais toutes les maladies à prion, par exemple, notamment dans des formes de développement très rapide, des encéphalites limbiques, des encéphalites infectieuses, à VIH par exemple, toutes les pathologies métaboliques et génétiques qui sont un diagnostic différentiel rare, évidemment, les pathologies neurovasculaires type cas d'asile ou métaboliques, les maladies de Wilson, etc., qui affectent souvent donc des sujets plus jeunes que les maladies classiques neurodégénératives et dont les signes psychiatriques peuvent être souvent inauguraux. Au-delà de ça, sur l'IRM cérébral, ce qui peut être intéressant, c'est de s'intéresser, au-delà des lésions focales, à l'atrophie localisée. Et là, chez les jeunes, on va s'intéresser pas tant aux hippocampes, comme on le fait souvent chez les sujets plus âgés, que à des régions corticales, notamment pariétales. Le cortex pariétal peut être étudié. Alors, c'est moins facile à bien visualiser que les hippocampes, mais on peut quand même, par certaines échelles qui ont été développées, avoir une espèce d'idée avec des échelles semi-quantitatives de l'importance de l'atrophie pariétale en mesurant certains gyris, en appréciant visuellement certains gyris, notamment le précuneus et le singulaire postérieur, et puis la largeur de certains sillons. Et donc, on voit que dans la maladie Alzheimer jeune, le fait de considérer ce marqueur pariétal au-delà de l'atrophie hippocampique améliore la capacité diagnostique chez ces patients. Il y a bien sûr aussi l'imagerie métabolique, la TEP-FDG, qui peut permettre de mettre en évidence des anomalies qui sont d'ailleurs plus prononcées, plus étendues et plus prononcées chez les sujets jeunes, les maladies Alzheimer jeunes, par rapport aux maladies Alzheimer plus âgées, affectant notamment les régions pariétales et frontales. On peut se poser la question de se dire, est-ce que c'est pas lié à une meilleure réserve fonctionnelle chez les jeunes qui ferait qu'il faudrait des lésions plus importantes pour conduire à l'apparition de troubles cognitifs, mais c'est probablement pas que ça, parce qu'on a quand même constaté qu'il y avait une progression rapide au cours du temps et en fonction des degrés d'intensité des troubles, des anomalies métaboliques chez ces patients jeunes. Donc probablement un mécanisme quand même d'extension et d'amplification des lésions et des anomalies métaboliques qui est différent et plus important chez les sujets jeunes. Un petit point sur lequel j'insiste, qu'on avait étudié nous il y a quelques années, c'était la question, dans la maladie d'Alzheimer jeune, de la plainte inaugurale. On s'était intéressé à des sujets, donc je répondais à la définition de maladie d'Alzheimer jeune inférieure à 65 ans, mais même un peu plus jeune, inférieure à 62 ans, pour prendre des patients en âge de travailler. Et ce dont on s'est rendu compte chez ces patients-là, c'est bien sûr qu'on avait des plaintes cognitives plus classiques, de mémoire notamment, de langage, visuospatiaux parfois un peu plus rares, donc il faut les rechercher, mais aussi un tableau très particulier, étiqueté burn-out, c'est-à-dire des patients chez qui les troubles et les difficultés ont d'abord été mises en évidence dans le cadre professionnel, avant le cadre familial et avant des troubles cognitifs plus clairs et plus francs qui puissent s'installer secondairement. Et l'hypothèse par rapport à ça, ça pourrait être justement une anomalie et une atteinte très précoce des processus attentionnels qui sont en lien avec le fonctionnement de connexion et de réseaux frontopariétaux qui pourraient être impactés précocement dans la maladie Alzheimer jeune. L'autre grande pathologie neurodégénérative pouvant affecter le sujet jeune, c'est la dégénérescence frontotemporale, notamment dans sa forme comportementale. Les deux autres variantes, qui sont les variantes langagières, j'en parlerai moins, la variante agrammatique et la variante sémantique. Mais on a donc cette pathologie donc comportementale pour laquelle il y a des critères diagnostiques. Alors,
qui sont principalement cliniques, et on le voit ici, les critères cliniques, ça va être d'avoir 3 des 6 éléments qui sont mentionnés ici, à savoir désinhibition comportementale, apathie, perte d'empathie, comportement stéréotypé compulsif, hyperoralité et modification de comportement alimentaire, et puis le profil neuropsychologique qui n'est pas très spécifique, avec surtout des troubles exécutifs et une préservation relative de la mémoire épisodique et des fonctions visuospatiales, même si ça peut être discuté. Et donc, il est clair qu'à partir de ces critères, alors qui ne sont pas forcément très spécifiques, on va le voir en tout cas sur la partie clinique, on verra qu'on a besoin après d'éléments supplémentaires, notamment d'imagerie pour asseoir le diagnostic, eh bien, même en ayant des diagnostics les plus avérés possibles, on voit que la présentation psychiatrique dans la DFT est quand même très fréquente, c'est au moins un tiers des cas, notamment chez des sujets jeunes, de début jeunes, et qui peuvent être d'ailleurs ces symptômes inaugureux. On voit que là, dans des exemples de patients, alors jeunes, on voit que leur âge est un âge jeune, eh bien, dans des formes là de DFT soit définies, c'est-à-dire soit présentant une mutation génétique, soit confirmées par diagnostic neuropathologique, ou même des DFT probables avec des critères cliniques et d'imagerie, eh bien, on a quand même des diagnostics différentiels, souvent posés initialement, psychiatriques, donc troubles bipolaires, troubles obsessionnels compulsifs ou schizophrénie. Une série neuropathologique qui date déjà un petit peu, mais qui est informative, montrait là aussi des symptômes psychiatriques et notamment psychotiques fréquents chez au moins un tiers des sujets, et notamment chez des sujets jeunes, avec hallucinations visuelles, mais pas uniquement, des idées délirantes de différents types et des idées plutôt de paranoïdes, de méfiance excessive. Et ce qu'on voit, c'est que dans cette série-là, le diagnostic de DFT avait été évoqué initialement chez seulement un nombre très faible de patients, seulement 14 patients sur les 97, et que même chez ces patients-là, on avait quand même une proportion importante de troubles psychotiques, avec par ailleurs des troubles, enfin des diagnostics initiaux psychiatriques, de psychose voire de dépression, qui correspondaient d'ailleurs à des patients souvent d'âge plus jeunes que les autres. Et en plus, évidemment, dans cette pathologie-là, ce qui complique encore les choses, ou ce qui permet parfois de comprendre un peu mieux certaines choses, c'est la fréquence, la prévalence des formes génétiques. Autant j'ai dit dans la maladie d'Alzheimer, les formes génétiques sont très rares, moins d'1% des cas. Autant là, les formes génétiques de différents types, pas forcément toutes autosomiques dominantes, sont très fréquentes. Ça peut aller jusqu'à au moins 30%, si ce n'est plus des cas. Et avec des gènes impliqués qui sont surtout MAPT, GRN et C9orf72. Et des symptômes psychotiques qui sont souvent plus fréquents et inauguraux dans ces formes génétiques, que ce soit les mutations GRN, avec notamment des hallucinations visuelles, ou les C9orf72, on a surtout des troubles psychotiques. Et donc justement, chez ces patients C9orf, une série là montrait des troubles psychotiques fréquents, associés souvent à des signes neurologiques de type atteinte du motoneurone ou syndrome parkinsonien, des antécédents familiaux réguliers retrouvés de maladies du motoneurone ou de pathologies psychiatriques, pas forcément étiquetées d'ailleurs, mais aussi, c'est plus important peut-être, un nombre non négligeable de cas d'histoires d'apparence sporadique, c'est-à-dire de patients chez qui on ne retrouvait aucune histoire familiale, ni de troubles neurologiques, ni de troubles psychiatriques, et chez qui pour autant on mettait en évidence une mutation. Et l'autre point compliqué, c'est que ces patients-là n'ont pas d'anomalie, souvent, à la phase initiale, très spécifique sur l'imagerie, que ce soit l'IRM en termes d'atrophie et même le métabolisme en termes de TEP-FDG. Donc, comme je le disais, pour asseoir un diagnostic de DFT au-delà de la clinique, qui n'est pas toujours très spécifique et pas toujours facile à identifier et à déchiffrer, il y a bien sûr l'imagerie cérébrale, l'IRM, qui peut montrer un gradient d'atrophie clair, alors c'est rarement aussi net que ça, mais ça peut arriver, comme on le voit à gauche, et aidé aussi par l'hypométabolisme, qui parfois lui peut être un peu plus net et un peu plus facile à mettre en évidence. On a parfois certaines particularités liées à des formes de DFT particulières. J'ai dit dans le C9orf72, c'est plutôt peu d'anomalies, voire pas d'anomalies initialement. On a par contre les mutations GRN, on a des tableaux un peu plus spécifiques, avec souvent une atrophie corticale très importante, et souvent d'ailleurs asymétrique, affectant un hémisphère plus que l'autre, et ne débordant les territoires frontaux pour aller aussi vers le cortex pariétal. Et puis des hypersignaux de la substance blanche, souvent retrouvés notamment en regard des cornes frontales et ventricules latéraux. Donc, la question là-dessus qu'on a tous et qu'on se pose tous, comment distinguer cette DFT de troubles psychiatriques de début tardif? Alors évidemment, l'examen clinique cognitif est important, et en particulier de la cognition sociale, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais il y a des façons quand même, par l'exploration des émotions sur les visages par exemple, ou les théories de l'esprit, les tests de théorie de l'esprit, d'explorer cette cognition sociale qui peut parfois aider, même si elle peut aussi être impactée dans certains types de troubles psychiatriques, mais avec souvent des différences qualitatives par rapport à ce qu'on rencontre dans la DFT. L'utilisation d'échelles comportementales pour documenter au mieux les modifications de comportement au quotidien, de préférence d'ailleurs renseignées par l'entourage du patient, par le patient aussi si possible, mais par son entourage pour avoir des données plus analysables. La perte d'insight et l'absence de détresse émotionnelle ont été rapportées comme étant souvent plus évocatrices de DFT.
Et il y a eu il y a quelques années une checklist qui a été élaborée d'éléments qui pouvaient, dans ce cadre-là, en première intention, faire pencher éventuellement la balance davantage vers un trouble de type DFT que vers un trouble psychiatrique. Je vais pas forcément tous vous les faire un par un. Mais enfin, on a en gros déjà tout ce qui va être centré sur la démarche personnelle de consulter, sur des antécédents évidemment personnels de troubles psychiatriques, ou l'absence plutôt chez les patients DFT, et puis aussi dans le fait que chez les patients DFT, on a souvent finalement peu d'expression de culpabilité, évidemment d'idées suicidaires, on a peu de conscience et de préoccupation des troubles, peu d'intérêt pour les troubles, pas de bénéfices secondaires, et parallèlement, parfois des antécédents familiaux de DFT ou des CELA, mais pas toujours, une plainte cognitive, en particulier langagière, qui peut être présente et qu'il faut savoir rechercher, des comportements souvent stéréotypés qu'on trouve peut-être un peu plus dans certains troubles psychiatriques, des modifications du comportement alimentaire, et puis bien sûr l'examen neurologique clinique qui peut révéler des anomalies. On sait ensuite de l'imagerie cérébrale, j'en ai parlé. Il est évoqué l'utilité éventuelle du dosage de la chaîne légère des neurofilaments, qui est un marqueur non spécifique de neurodégénérescence, et qu'on peut utiliser, mais qui n'est pas encore utilisé actuellement en pratique clinique, mais qui a été proposé dans un article de 2020. Et puis les recherches de mutations génétiques, alors C9orf72 notamment, dont il est recommandé maintenant de plus en plus qu'elles soient pratiquées devant toute suspicion de DFT, alors probable, voire même possible, c'est-à-dire avec des symptômes cliniques uniquement, et même dans des cas un peu atypiques de troubles psychiatriques un peu mal définis, même si tous les critères de DFT ne sont pas remplis. Et puis le dosage aussi de la progranulline plasmatique qu'on fait en tout cas, nous, assez régulièrement dans ces contextes-là aussi. Il y a aussi un cas sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui est quand même un peu, qui pose question en tout cas, qui est celui de patients, parfois jeunes, qui présentent des troubles d'allure psychiatrique, associés souvent à un dysfonctionnement cognitif, alors de différents mécanismes, où on a parfois une atrophie cérébrale qui n'est pas négligeable, mais qui pour autant ne répondent pas aux critères ni des pathologies neurodégénératives que nous on connaît, ni des diagnostics psychiatriques tels qu'ils sont établis actuellement et pour lesquels on est un peu entre deux, chacun questionnant l'autre spécialiste pour savoir s'il est lui-même en mesure de poser un diagnostic, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors est-ce que ces patients correspondent à des formes atypiques de maladies connues, mais très atypiques, qui font que c'est compliqué de les diagnostiquer et que le suivi peut aider parfois à faire la part des choses, ou est-ce qu'il s'agirait d'entités nouvelles, de mécanismes divers, neurodégénératifs, mais peut-être pas que, immunitaires, métaboliques ou quoi, ça on ne sait pas, mais qui resteraient éventuellement à démembrer et à décrire. Je vais passer plus rapidement à la deuxième partie, donc celle des relations entre troubles neurodéveloppementaux et pathologies neurodégénératives. Il y a quand même quelques données de la littérature qui évoquent des relations, alors en particulier dans le cadre de phénotypes un peu particuliers qui sont les aphasies primaires progressives, des troubles du langage inauguraux dans des pathologies neurodégénératives qui ont été rapportés comme survenant un peu plus fréquemment chez des patients présentant des troubles développementaux du langage, en particulier des dyslexies. Il y a aussi eu un lien entre aphasie sémantique et latéralité, avec une fréquence peut-être un peu plus importante chez les gauchers. Et puis l'implication aussi de polymorphisme de gènes impliqués dans le développement des réseaux cérébraux du langage, notamment, FOXP2 par exemple, dans la survenue éventuelle ultérieure d'aphasie progressive. Et puis le lien entre des gènes impliqués dans l'asymétrie corticale, notamment chez le gaucher, et une variante agrammatique d'aphasie progressive primaire. Donc globalement, il y a une relation supposée entre troubles, alors, soit neurodéveloppementaux, voire parfois des lésions cérébrales acquises, et la survenue ultérieure de pathologies neurodégénératives. Alors, il y a aussi des relations entre les lésions focales affectant notamment le lobe temporal gauche et le développement ultérieur d'une aphasie progressive. Des troubles de l'apprentissage non langagiers ont aussi été associés de façon un peu plus fréquente à la survenue d'une atrophie corticale postérieure, qui est un autre type de trouble où on a des troubles neurovisuels au premier plan. Et puis donc, globalement, ce que je dirais, c'est que ces vulnérabilités neurodéveloppementales ou acquises de certains réseaux cérébraux spécifiques, elles pourraient conditionner le phénotype. Je ne dis pas que ces troubles-là provoquent et causent une maladie neurodégénérative, mais une maladie neurodégénérative devant éventuellement survenir chez ces sujets-là se portera peut-être plus facilement sur ces réseaux fragilisés que chez d'autres patients. Le point des anomalies présymptomatiques dans la DFT génétique, alors il y a tout ce continuum finalement qui va de l'enfance, ou en tout cas de l'adolescence, à l'âge adulte, jusqu'à des âges un peu plus avancés, même s'ils sont souvent peu avancés dans les formes génétiques de DFT, avant l'apparition vraiment des symptômes spécifiques de la DFT et du diagnostic. Donc on a mis en évidence, dans une étude récente, là, des différences structurales précoces sur l'IRM cérébral, le volume cérébral, chez les patients porteurs de mutations génétiques en présymptomatique, donc à un âge jeune. On a constaté, selon les mutations, je ne l'ai pas détaillé là, dans certains cas, c'était plutôt des diminutions de volume de certaines régions du cerveau, parfois, à l'inverse, des augmentations de volume, mais qui, finalement, conduisaient par la suite à des dysfonctionnements. Et puis, différents troubles cliniques, même, ont été rapportés à la phase présymptomatique,
chez des patients porteurs de mutations, que ça soit notamment des dépressions un peu atypiques chez des porteurs de mutations MAPT à un stade préclinique, des comportements stéréotypés plus fréquents chez les patients porteurs de mutations C9orf, et puis une perte d'autonomie générale sans qu'elle soit forcément rattachée à un dysfonctionnement spécifique dans les mutations GRN. Et donc, il y a tout un questionnement qui se fait maintenant de liens moléculaires potentiels entre DFT et troubles psychiatriques, notamment psychose et schizophrénie, même s'il faut quand même prêter attention à la façon dont on arrive à distinguer ces deux pathologies. Il est possible que parfois on conclue à des mécanismes communs dans des pathologies qui finalement sont les mêmes. Il y a des troubles psychiatriques qu'on va étiqueter non neurodégénératifs et qui en fait sont des DFT. Mais il y a quand même eu des éléments comme les gènes BDNF et GRN qui ont été rapportés comme pouvant présenter des anomalies conduisant à une réduction de l'expression de ces protéines-là à la fois dans la DFT et dans des troubles étiquetés psychiatriques, des polymorphies donc du gène GRN dans la schizophrénie et dans les troubles bipolaires. Le gène MAPT a été décrit comme à risque dans la schizophrénie, ainsi que des voies aussi impliquant les interleukines, donc peut-être une composante aussi inflammatoire qui pourrait être commune à la DFT et à la schizophrénie, pouvant peut-être ouvrir la porte à des perspectives communes, bien qu'il faille prendre des précautions que j'ai évoquées juste avant. Et puis, il a même été évoqué pour le gène GRN, mais ça pourrait être s'appliquer à d'autres, une espèce de continuum où des troubles psychiatriques finalement précoces pourraient être une phase prodromale d'une DFT dont le diagnostic serait posé plus tard. Je vais terminer sur les points un peu plus positifs, en tout cas plus porteurs d'espoir, qui sont ceux, évidemment, de la fragilité du cerveau, du fait qu'il faut le protéger à tout âge de la vie, et que donc on a bien sûr tout un tas de facteurs, lésions notamment vasculaires cérébrales, hypoxie, consommation de toxiques, apnée du sommeil, traumatisme crânien répété, qui évidemment sont des causes de lésions cérébrales, de fragilité cérébrale, et donc de risque de développer des troubles cognitifs ultérieurs, pas forcément rien qu'une maladie neurodégénérative, mais en tout cas, ça peut arriver. Les facteurs de risque reconnus, ils sont listés là, les facteurs de risque reconnus de troubles cognitifs, pas de maladie neurodégénérative, de troubles cognitifs, sont ceux-ci, diabète, hypertension, obésité, etc. Je ne vais pas vous les lire, mais ils sont écrits là. Et ce qu'on voit surtout, c'est que pour certains d'entre eux, la période un peu critique et cruciale, elle se situe à l'âge moyen de la vie, disons, à l'âge adulte, entre 35 et 64 ans. Donc c'est pas forcément, évidemment, ces facteurs de risque-là à un âge avancé qui compte, mais bien avant l'apparition des troubles cognitifs. Il y a aussi eu d'autres facteurs de risque qui ont été évoqués de façon un peu plus récente, qui sont détaillés là, mais là encore qui concernent souvent l'âge moyen de la vie. Donc il y a vraiment là une importance à les prendre en compte assez précocement. Donc en pratique, on reste pour l'instant encore pour la prévention des troubles cognitifs sur les recommandations de l'OMS de 2019, où c'est vraiment les recommandations un peu de bon sens, l'activité physique, le sevrage en toxique, le régime méditerranéen, etc. Tous ces éléments-là et la prévention des facteurs de risque cardiovasculaires qui permettent quand même de favoriser le vieillissement, disons, dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire que ça évitera une maladie neurodégénérative si elle doit survenir, a fortiori si on a une mutation génétique, mais ça permettra quand même d'éviter de surajouter à cela des facteurs supplémentaires qui forcément impactent le fonctionnement cognitif. Je vais conclure donc en disant que le diagnostic précoce, pour moi, un des enjeux importants, c'est quand même le diagnostic précoce des maladies neurodégénératives, notamment Alzheimer jeune, qui est crucial et qui nécessite de sensibiliser les professionnels, alors évidemment paramédicaux, mais aussi médicaux, que ce soit les médecins généralistes, les neurologues, les psychiatres évidemment, et aussi les médecins du travail pour les patients jeunes qui sont en âge de travailler. Des troubles neurodéveloppementaux, des anomalies génétiques favorisent, influence ou cause la survenue de troubles cognitifs et de pathologies neurodégénératives ultérieures. Des liens biologiques sont évoqués entre certaines pathologies neurodégénératives et des troubles psychiatriques, avec peut-être un continuum selon l'âge auquel on voit les patients. Et puis donc l'importance de protéger son cerveau tout au long de la vie pour favoriser autant que possible un vieillissement physiologique. Merci beaucoup. Merci infiniment.